Le jour où ma propre sœur a voulu me faire tomber, je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur serait capable de me faire ça. Jamais. Même aujourd'hui, des mois après cette journée cauchemardesque à l'aéroport, j'ai encore du mal à y croire. Mais c'est arrivé, et je vais vous raconter exactement comment ma sœur Émilie a essayé de ruiner ma vie et comment tout s'est retourné contre elle de la manière la plus spectaculaire qui soit. Pour comprendre cette histoire, il faut que je vous parle un peu de notre relation. Émilie et moi, on a toujours été compliqués. Elle a 3 ans de plus que moi, et depuis notre enfance, elle a toujours été jalouse. Jalouse de mes notes à l'école, jalouse quand j'ai eu mon premier copain, jalouse quand j'ai décroché un stage dans une entreprise prestigieuse à Paris. Mes parents, surtout ma mère, ont toujours minimisé cette rivalité. Ce sont des bêtises de sœurs, disait-elle. Vous vous aimerez quand vous serez plus grande. Mais moi, je voyais bien les regards noirs qu'Émilie me lançait à table. Je sentais sa rancœur grandir année après année. Les choses se sont vraiment envenimées l'année dernière quand j'ai été promu au travail. Et j'avais enfin assez d'économies pour réaliser mon rêve. Un voyage de 3 semaines en Amérique du Sud. Le Pérou, la Bolivie, l'Argentine. J'en parlais depuis des mois. Et Émilie, elle, venait de perdre son emploi. Encore une fois, elle trouvait que j'avais de la chance, que tout me tombait dans les mains sans effort. Ce n'était pas vrai, évidemment. J'avais travaillé dur pour cette promotion. Mais dans sa tête, j'étais la petite sœur gâtée qui réussissait tout pendant qu'elle galérait. Quelques jours avant mon départ, Émilie m'a proposé de m'accompagner à l'aéroport. J'ai été surprise. On ne se parlait presque plus depuis des mois. Et là, soudainement, elle voulait jouer les grandes sœurs attentionnées. J'aurais dû me méfier. J'aurais vraiment dû. Mais j'étais tellement excité par mon voyage que j'ai accepté sans réfléchir. Je me suis dit que c'était peut-être un geste de réconciliation, qu'elle voulait enterrer la hache de guerre avant mon départ. Le matin du vol, elle est venue me chercher chez moi vers 7 heures. J'étais encore un peu endormi, stressé à l'idée d'avoir oublié quelque chose. Ma valise était énorme, bourrée de vêtements pour toutes les saisons parce qu'en Amérique du Sud, il peut faire 20 degrés dans les montagnes et 35 dans les plaines. Émilie m'a aidé à la descendre, avec un sourire que je n'arrivais pas bien à déchiffrer. Aujourd'hui, je sais que c'était le sourire de quelqu'un qui s'apprête à commettre l'irréparable. Dans la voiture, elle était bizarre, trop gentille. Elle me posait des questions sur mon itinéraire, sur les hôtels que j'avais réservés, sur mes excursions prévues. Elle riait à mes blagues. Elle semblait vraiment intéressée. Je me souviens m'être dit « Enfin, ma sœur se comporte comme une vraie sœur. » Quelle idiote j'étais. On est arrivés à Charles de Gaulle avec pas mal d'avance. Émilie a insisté pour m'accompagner jusqu'au comptoir d'enregistrement. « Je veux être sûre que tu ne rates pas ton vol », a-t-elle dit. Elle m'a même payé un café au Starbucks pendant qu'on attendait que les comptoirs ouvrent. Je me sentais coupable de l'avoir jugée si durement pendant toutes ces années. Je me disais qu'elle avait peut-être enfin mûri, qu'elle avait compris que notre relation valait plus que cette jalousie malsaine. Quand mon comptoir a ouvert, on s'est dirigé vers l'agent. C'est là que tout a basculé. Pendant que je sortais mon passeport et mon billet, Émilie s'est penchée vers ma valise. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais qu'elle voulait juste m'aider à la soulever sur la balance. L'agent a pris mes documents, a commencé à les scanner. Tout semblait normal. Ma valise pesait 23 kilos, parfait. L'agent a collé l'étiquette, m'a rendu mon passeport. Et puis, j'ai entendu les aboiements. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait. Il y avait un chien policier, un berger allemand magnifique qui traversait la zone d'enregistrement avec son maître en uniforme. C'était une scène normale dans un aéroport. Ces chiens sont là pour détecter les drogues ou les explosifs. Je les avais déjà vus des dizaines de fois. Je n'avais rien à me reprocher, alors je n'y ai même pas pensé. Mais le chien a commencé à s'agiter. Il tirait sur sa laisse, les oreilles adressées, et il se dirigeait vers nous. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Vers nous? Pourquoi? L'agent au comptoir a levé les yeux, alerté. Le policier maître chien s'approchait rapidement, et le chien aboyait de plus en plus fort. J'ai regardé Émilie. Et là, j'ai vu la panique dans ses yeux. J'ai vu ses joues devenir blanches comme du papier. J'ai vu sa main trembler, et j'ai immédiatement su. Je ne sais pas comment, mais je l'ai su. Elle avait fait quelque chose de terrible. Le chien ne venait pas vers moi, il allait droit vers Émilie. Il sautillait devant elle, aboyant avec insistance, grattant presque sa jambe. Le maître chien a froncé les sourcils. « Madame, pourriez-vous venir avec moi, s'il vous plaît ?» Émilie a secoué la tête, les larmes montant aux yeux. « Non, non, ce n'est pas possible. » Il se trompe. Ce n'est pas moi, c'est... Elle m'a regardé.
Et dans ce regard, j'ai tout compris. Elle avait voulu me faire porter le chapeau. Elle avait mis quelque chose dans ma valise. Quelque chose d'illégal. Mais le chien, dans sa fidélité animale, avait senti l'odeur sur elle, sur ses vêtements, sur ses mains. C'est elle, a crié Émilie soudainement, en me pointant du doigt. C'est ma sœur. Elle voyage en Amérique du Sud. Elle doit transporter de la drogue. Pas moi. Je suis resté figé, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Tout se passait trop vite. 2 autres agents de sécurité sont arrivés en courant. L'agent au comptoir avait déjà saisi ma valise avant qu'elle ne parte sur le tapis roulant. Le maître chien essayait de calmer son chien, mais l'animal ne lâchait pas Émilie des yeux. « Madame, vous allez devoir nous suivre toutes les deux », a dit fermement un des agents de sécurité. On nous a escortés vers une salle à l'écart, une petite pièce blanche avec une table métallique et des chaises. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Ma valise a été posée sur la table. Mes mains tremblaient. « Pouvez-vous ouvrir votre bagage, s'il vous plaît ?» m'a demandé un agent. Une femme d'une 40aine d'années au regard sévère mais pas méchant. J'ai ouvert la fermeture éclair avec des doigts maladroits. Mes vêtements étaient à là, soigneusement pliés. Mes chaussures, ma trousse de toilette, mon guide de voyage. Tout semblait normal. L'agent a commencé à fouiller méthodiquement. Elle a sorti mes pulls, mes pantalons, mes robes. Elle a inspecté la doublure de la valise, et puis elle a trouvé. C'était caché dans une poche latérale, une poche que je n'utilisais jamais. Un petit sachet en plastique transparent, rempli d'une poudre blanche. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai regardé Émilie. Elle évitait mon regard, les yeux fixés au sol, les joues trempées de larmes. « Ce n'est pas à moi », ai-je dit d'une voix étranglée. « Je vous jure que ce n'est pas à moi. Je ne sais même pas comment c'est arrivé là. » L'agent a levé le sachet. Cette quantité correspond à une intention de trafic. Vous êtes consciente de la gravité de la situation? J'ai éclaté en sanglots. Ma vie défilait devant mes yeux. Mon travail, ma réputation, mon avenir, tout allait être détruit à cause de ce sachet que je n'avais jamais vu avant. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je n'ai rien fait. Je vous en supplie. C'est alors que le maître chien est intervenu. Excusez-moi, mais Rex ne réagit jamais comme ça. Depuis le début, il montre l'autre dame, pas celle-ci. Il s'est tourné vers Émilie. « Madame, pourriez-vous vider vos poches ?» Émilie a pâli encore plus, si c'était possible. « Je n'ai rien. »« Vos poches, madame. » Maintenant. Avec des gestes lents, comme si elle était en transe, Émilie a sorti son téléphone, son portefeuille. Et puis, au fond de la poche de son jean, elle a extrait un autre petit sachet, plus petit que celui trouvé dans ma valise, mais identique, la même poudre blanche. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tous les agents nous regardaient, puis regardaient Émilie. Le maître chien a hoché la tête comme s'il comprenait enfin. C'est pour ça que Rex s'est focalisé sur elle. Elle a manipulé la substance. L'odeur est sur ses vêtements, sur ses mains. L'agent qui fouillait ma valise a tourné son regard vers moi, puis vers Émilie. « Vous connaissiez cette personne ?»« C'est ma sœur », ai-je murmuré, la voix brisée par l'émotion. Émilie s'est effondrée sur sa chaise. « Je suis désolée », a-t-elle sangloté. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas. Enfin si, je voulais, mais tu as toujours tout eu. Toujours. Et moi, je n'ai rien. J'ai perdu mon travail. Mon copain m'a quitté. Je n'ai plus d'argent. Je voulais que tu souffres comme moi je souffre. Je voulais que tu rates ton voyage, que tu sois arrêté, que pour une fois, tu ne gagnes pas. » J'étais abasourdi, sous le choc. Ma propre sœur, ma propre chair et sang avait essayé de me faire emprisonner, de me faire condamner pour trafic de drogue. Des années de prison, un casier judiciaire, la fin de ma carrière, tout ça par pure jalousie. « Où avez-vous obtenu cette substance ?» a demandé sèchement l'agent. Émilie a avoué en pleurant qu'elle avait acheté la drogue à un dealer qu'elle connaissait. Son plan était simple et cruel. Glisser la drogue dans ma valise juste avant l'enregistrement, puis disparaître dans la foule de l'aéroport avant que je ne passe la sécurité. Elle pensait que je serais arrêté à la douane, en Amérique du Sud ou au retour. Elle n'avait pas prévu le chien. Elle n'avait pas pensé que l'odeur resterait sur elle, que ses traces seraient partout sur l'emballage. Les agents ont passé des menottes à Émilie. J'ai vu ma sœur, cette personne que j'avais connue toute ma vie, être emmenée par la police judiciaire. Elle criait, elle pleurait, elle répétait qu'elle était désolée. Mais ses excuses ne changeaient rien. Elle avait franchi une ligne que l'on ne peut jamais retraverser. Moi, j'ai dû rester plusieurs heures au commissariat de l'aéroport pour ma déposition. J'ai raconté tout ce que je savais, tout ce qui s'était passé ce matin-là.
Les enquêteurs ont été compréhensifs. Ils voyaient bien que j'étais une victime, pas une complice. Les empreintes digitales sur le sachet étaient celles d'Émilie, pas les miennes. Les caméras de surveillance montraient clairement Émilie se penchant vers ma valise au comptoir. J'étais innocente, mais j'étais dévastée. J'ai évidemment raté mon vol. L'agent de la compagnie aérienne a été gentil et m'a réservé sur un vol 2 jours plus tard, sans frais supplémentaires étant donné les circonstances exceptionnelles. Mais honnêtement, je ne savais même plus si je voulais partir. Comment pouvais-je profiter de ce voyage après ce qui venait de se passer? J'ai appelé mes parents depuis le commissariat. Leur réaction a été compliquée. Ma mère a d'abord refusé de me croire. Émilie ne ferait jamais ça. C'est impossible. Mais quand je lui ai expliqué que la police avait toutes les preuves, que ma sœur avait avoué, elle s'est effondrée au téléphone. Mon père, lui, était en colère. Pas contre Émilie d'abord, mais contre moi. « Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle en arrive là ?» m'a-t-il demandé. Comme si c'était ma faute. Comme si le simple fait d'exister et de réussir ma vie justifiait qu'on essaie de me détruire. Cette conversation m'a fait plus mal que tout le reste. Mes parents choisissaient de défendre Émilie, ou du moins de minimiser ce qu'elle avait fait. Elle traverse une période difficile, disait ma mère. Elle a besoin de soutien, pas de jugement. Et moi qui avais failli être accusé de trafic international de drogue, je n'avais pas besoin de soutien. J'ai passé ces 2 jours dans un hôtel près de l'aéroport, seul, à réfléchir. J'ai beaucoup pleuré. J'ai eu des crises d'angoisse en imaginant ce qui aurait pu se passer si le chien n'avait pas réagi, si Émilie n'avait pas eu l'odeur sur elle. J'aurais pu être arrêté en Amérique du Sud, dans un pays où je ne parlais pas la langue, où je ne connaissais personne. J'aurais pu croupir dans une prison étrangère pendant des années. Finalement, j'ai décidé de partir, pas pour oublier, mais parce que je refusais de laisser Émilie me voler ça aussi. Ce voyage, je l'avais mérité. Je l'avais planifié pendant des mois, et bon sang, j'allais le faire. Alors j'ai pris ce vol 2 jours plus tard. J'ai visité le Machu Picchu, j'ai marché dans le désert de sel en Bolivie, j'ai dansé le tango à Buenos Aires. Mais à chaque moment magnifique, à chaque paysage à couper le souffle, je pensais à elle, à ce qu'elle avait fait, à ce qu'elle avait voulu me faire subir. Émilie a été jugée 3 mois après mon retour. Possession et tentative de transport de stupéfiants. Les circonstances aggravantes, le fait qu'elle ait essayé de faire accuser quelqu'un d'autre, sa propre sœur, ont pesé lourd. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Mes parents étaient au tribunal. Moi aussi. Quand le juge a prononcé la sentence, ma mère a pleuré. Mon père a serré les dents. Et Émilie? Émilie m'a regardé une dernière fois avant d'être emmenée. Et dans ses yeux, je n'ai pas vu du remords. J'ai vu de la rancune. Encore. Toujours. Aujourd'hui, presque 1 an après cette journée infernale à l'aéroport, je suis censé avoir tourné la page. Émilie est sortie de prison il y a 2 mois, avec une remise de peine pour bonne conduite. Elle vit chez mes parents. Elle suit une thérapie obligatoire. Mes parents me supplient de lui pardonner, de penser à la famille, de ne pas briser la famille pour une erreur. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un choix calculé, prémédité, malveillant. Émilie a acheté de la drogue. Elle a planifié son coup. Elle a manipulé ma valise. Elle a été prête à me regarder être arrêtée, jugée, emprisonnée, juste pour assouvir sa jalousie maladive. Je n'ai pas revu Émilie depuis le tribunal. Je ne sais pas si je la reverrai un jour. Parfois, je me dis que je devrais essayer, pour mes parents, pour ne pas diviser la famille encore plus. Mais chaque fois que j'y pense, je revois cette scène à l'aéroport. Les aboiements du chien, le sachet dans ma valise, son regard paniqué quand elle a compris que son plan avait échoué, et sa tentative de me pointer du doigt, de me faire porter le chapeau jusqu'au bout. On dit que le sang est plus épais que l'eau, qu'on pardonne tout à sa famille, mais il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Il y a des trahisons trop profondes pour être effacées. Et même si une partie de moi comprend qu'Émilie était dans un état psychologique terrible, qu'elle était perdue et désespérée, je ne peux pas oublier qu'elle était prête à sacrifier ma vie entière pour me blesser. Le chien policier, ce berger allemand nommé Rex m'a sauvé la vie ce jour-là. S'il n'avait pas aboyé contre Émilie, si son instinct ne l'avait pas guidé vers la vraie coupable, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Certainement pas ici, en train de vous raconter cette histoire, peut-être dans une cellule de prison quelque part, essayant de prouver mon innocence sans aucune preuve. Alors oui, c'est comme ça que ma sœur a essayé de me faire tomber. C'est comme ça que j'ai découvert que les personnes les plus proches peuvent devenir les pires ennemis. C'est comme ça que j'ai appris que la jalousie peut pousser quelqu'un à l'impensable. Et c'est comme ça que,
Grâce à un chien policier exceptionnel et à son flair infaillible, j'ai échappé au pire cauchemar de ma vie. Aujourd'hui, je vis avec cette histoire. Je l'ai racontée à très peu de gens, parce que c'est difficile d'expliquer, difficile d'admettre que ma propre sœur voulait me détruire. Mais c'est ma vérité. Et peut-être qu'en la partageant, j'arriverai enfin à tourner vraiment la page. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Peut-être que c'est ça, grandir. Apprendre à vivre avec ses cicatrices.